Ils semblent surnaturels et nous commençons à peine à comprendre leur comportement. Ils sont intelligents et curieux. Et certains sont très dangereux. Une équipe de plongeurs audacieux s'apprête maintenant à sonder leurs plus profonds secrets. Vous avez l'impression que ce qui vous regarde, ce n'est pas un simple mollusque invertébré, mais qu'il y a là une intelligence. Non seulement on se retrouve confronté à un animal à l'apparence étrange, mais aussi à un animal très complexe qui vous fixe dans les yeux et qui vous jauge comme vous le jaugez. En fait, c'est une rencontre entre deux univers complètement différents. Pour la première fois, nous allons franchir cette barrière et entrer en contact avec le plus insaisissable de tous. Dans les profondeurs de la mer de Cortés, loin de la surface éclairée par le soleil, est tapie une créature que les habitants de la région appellent le Diable Rouge. Elle est impressionnante et secrète. Ses membres contorsionnés sont munis d'un millier de ventouses. Ces créatures surgissent à la faveur de la nuit, montant des abysses jusqu'à quelques dizaines de mètres de la surface. Il s'agit de calmars géants, les calmars de Humboldt. Ils comptent parmi les plus formidables prédateurs de l'océan, et on ne sait presque rien d'eux. Le calmar de Humboldt représente un irrésistible défi pour le caméraman Bob Cranston. Il est l'un des seuls à avoir plongé parmi eux à des profondeurs où d'autres ont peur d'aller. Les calmars et leurs proches parents vivent dans tous les océans. Pour connaître toute la famille, Bob va devoir beaucoup voyager. Et il va avoir besoin de l'aide des meilleurs experts en la matière. Bob commence sa quête bien plus au nord, dans les eaux sombres et froides du Pacifique. Dans le dédale de baies et de criques qui dessine la côte de la Colombie-Britannique, vit une créature auréolée elle aussi de mythes et de légendes. C'est le géant de sa catégorie, mais il est secret et très difficile à rencontrer. Ces lugubres profondeurs vertes sont surnommées la mer d'émeraude. Et bien qu'elles soient froides, elles sont riches en oxygène et en substances nutritives. Cette abondance de nourriture permet aux créatures marines d'atteindre des tailles impressionnantes. À 18 mètres de profondeur, Bob et Peter découvrent une série de coquilles brisées et abandonnées. Quelque chose de fort et de très affamé est visiblement passé par ici. Ce crabe devrait se montrer plus prudent, car il a affaire à un prédateur sournois et déterminé.
Bob s'approche. Il est vite repéré. C'est une pieuvre géante du Pacifique. 8 tentacules munis de ventouses avides se déploient et examinent doucement l'étrange intrus. Un tel géant pèse près de 100 kilos et la distance de l'extrémité d'un tentacule à l'autre peut atteindre 7 mètres. C'est la plus grosse pieuvre du clan des céphalopodes, un groupe qui englobe les pieuvres et les calmars. C'est une espèce ancienne, les premiers gros prédateurs des mers. Pour cette femelle curieuse, nous sommes des animaux tout à fait nouveaux. Céphalopode signifie littéralement tête-pied. C'est un bon début pour interpréter l'étrange apparence de la pieuvre. Sa tête et son corps sont enrobés dans un gros sac mou et son pied, dérivé de celui de ses parents lointains, les bivalves et les escargots, s'est transformé en siphon, une sorte de tube qui lui permet de se propulser dans toutes les directions. Il y a très longtemps, ses ancêtres portaient une coquille, mais la pieuvre l'a abandonnée. Pourtant, l'absence de protection pose un problème pour des créatures à la chair aussi savoureuse. Quelle solution a trouvé le céphalopode? La peau la plus extraordinaire du règne animal. En un instant, celle-ci peut changer de couleur, de motif et de texture. Et comme la pieuvre n'a pas de squelette pour déterminer sa forme, elle peut se glisser dans la moindre anfractuosité. Une autre femelle est confinée dans sa tanière. Elle couve ses œufs. Elle en pond jusqu'à 100 000 une seule fois dans sa vie. Quand ils écloront, elle mourra. Ces créatures intelligentes et curieuses ne vivent pas longtemps. Leur longévité ne dépasse pas 3 ou 4 ans. Les bébés transparents ne sont pas plus gros qu'un grain de riz. Mais dans un an, ce seront des géants. Les ancêtres de ces animaux complexes sont apparus il y a 500 millions d'années, longtemps avant que les requins commencent à hanter les océans. Peter Ward a passé 35 ans à étudier les céphalopodes. Ces rochers, autrefois submergés par une mer à l'eau beaucoup plus chaude, conservent des traces de cette période très ancienne. Peter explique à Bob que ces rochers renferment un trésor, des fossiles d'ammonites. Elles ont disparu, mais un de leurs parents a survécu, et c'est de cette lignée que descend la pieuvre. Ces belles coquilles arrondies sont tout ce qui subsiste de ces anciennes créatures. Ce sont les seules traces de leur existence. Ce fossile est bel et bien l'ancêtre de la pieuvre. C'est un ancien céphalopode. Il est apparenté au nautile et ses tentacules sortaient par ici. Une coquille fournit un logis mobile et une défense contre les prédateurs,
Mais c'est très encombrant et il est difficile de nager avec. Sur le millier de céphalopodes différents vivant aujourd'hui, seul le nautile en porte encore une. C'est un fossile vivant qui parcourt lentement les récifs de l'Indo-Pacifique comme si rien n'avait jamais changé. Bob retourne voir une dernière fois la pieuvre. Je n'ai pas pu résister à lui apporter un cadeau. Tous les céphalopodes sont carnivores et ils adorent les crabes. En fait, cette créature a tendu les bras vers moi. Son intérêt, son intelligence sont manifestes. On le lit dans ses yeux. Les yeux de ces animaux ont quelque chose de spécial. Cela fascine les observateurs humains, surtout la pieuvre et la seiche. Ils établissent vraiment un contact visuel, ils soutiennent votre regard. Le docteur John Forsythe étudie l'étonnante physiologie et les comportements complexes de ces créatures. J'ai joué avec des pieuvres. Je me suis caché et elles se sont dressées pour me voir. Et ensuite, je me suis relevé et elles se sont cachées. Et cela a bien duré 15 à 20 minutes. Celle-là, par exemple, si je la cherche du regard, elle se dresse. Je pense en fait qu'ils cherchent nos yeux, qu'ils essaient vraiment d'établir un contact visuel. Au Centre national de recherche sur les céphalopodes de Galveston, au Texas, John en a toute une collection. Il y a là plusieurs types de céphalopodes. Un banc de petits calmars et un autre proche parent, la seiche. Pour John, les yeux des céphalopodes fournissent aussi beaucoup d'informations sur leur mode de vie. La pupille rectangulaire de la pieuvre capte la lumière réfléchie par le fond de la mer. Les gros yeux ronds du calmar sont conçus pour repérer les proies rapides dans la pénombre de la pleine mer. Les seiches fréquentent les deux univers et leurs yeux complexes peuvent changer de forme pour s'adapter. Mais ce n'est pas au moyen de leurs yeux inquiétants que les céphalopodes révèlent leurs sensations internes. C'est à travers leur peau extraordinaire. Des millions de minuscules sacs de pigments, appelés chromatophores, parsèment leur peau, contrôlés par des muscles minuscules. En faisant jouer ces muscles, un céphalopode peut faire scintiller ses bandes de couleurs. Face à n'importe quelle stimulation, le danger, le désir, l'agressivité, leur peau s'illumine. Pour des créatures privées de toute capacité vocale, il s'agit là d'un moyen de communiquer dans un langage lumineux et coloré. Comme la pieuvre, la seiche peut se transformer pour se fondre dans son environnement et disparaître. Étant donné leur prédisposition pour le camouflage, il n'est pas étonnant que nous ne sachions pas encore combien il existe d'espèces. Le détroit de Lambay, au nord de Sulawesi, dans la chaîne d'îles formant l'Indonésie, est un endroit rêvé pour faire de nouvelles découvertes. John et Bob y sont venus à la recherche de nouvelles espèces de céphalopodes. Dans les eaux chaudes et peu profondes, la lumière et la température restent constantes. Mais les chenaux, les criques, les baies et les lagunes créent de nombreux petits habitats distincts qui favorisent une extraordinaire diversité.
C'est la 4e expédition de John dans le détroit de Lambay. À chaque fois, il y découvre quelque chose de surprenant. Il a emmené Bob dans un endroit particulier baptisé Ritaklari, ce qui dans la langue locale signifie la gadoue. À première vue, les fonds semblent décevants. Mais si on attend sans bouger, par endroits le sable commence à s'animer. Du calme plat de la vase aux chenaux animés, on consacre beaucoup d'efforts à ne pas se faire remarquer. Des roseaux à la dérive s'avèrent être des poissons rasoirs. Et les extrémités de quelques branches sont en fait des poissons fantômes arlequins. Dans les courants rapides et les remous tourbillonnants, les poissons ont du mal à conserver l'équilibre. Certains s'accrochent au fond à l'aide de nageoires en forme d'épines. Ces herbes inoffensives, ballottées par le courant, sont en fait un antennaire strié. Qui déambule en quête d'un repas. Il est équipé d'un étrange leurre. Le sable offre le meilleur des refuges, mais le crabe a déjà été repéré. Le petit poulpe d'Indonésie est le prédateur le plus adapté ici. Il a un bon camouflage, de bons yeux, et une bonne poigne. Le poulpe au corps mou dispose d'un autre atout pour triompher des pinces du crabe, son venin. Il trouve un défaut dans l'armure du crabe, il y injecte une neurotoxine et le combat est terminé. Sur un fond si dégagé, la priorité pour chaque animal est de trouver un endroit où se cacher. Une pieuvre peut pratiquement se fourrer n'importe où. John en trouve une dans un morceau de tuyau abandonné. Peut-être qu'au fin fond de leur mémoire, les céphalopodes se souviennent qu'ils ont eu une coquille. Bob et John trouvent une petite pieuvre qui avance tranquillement avec une bouteille brune entre les tentacules. Quand on a une bonne bouteille, on s'y cramponne. Jusqu'à ce que quelqu'un vous en propose une meilleure. Elle l'a examiné, elle a grimpé dessus et en a visité l'intérieur, puis
elle a fait son choix. And then he made a choice. Les pieuvres aiment se cacher dans des endroits sombres et cette bouteille est un petit peu trop claire pour elles. Agréable et spacieuse, mais sans doute un peu trop voyante. Après l'avoir examinée de fond en comble, elle a pris la décision de garder son ancien abri. Quand on se sent à l'aise quelque part, on y reste. Rien ne vaut son chez-soi, surtout quand il est portatif. Dans les restes d'une noix de coco, il trouve des œufs semblables à des perles. C'est une minuscule sèche que l'on voit rarement après son éclosion. Elle reste si petite et elle est si bien camouflée qu'il faut beaucoup d'expérience pour la détecter. Au fond de la mer, elle semble marcher parmi les pierres très colorées. C'est la sèche flamboyante. Chez les céphalopodes, la sèche flamboyante est vraiment une espèce unique à de nombreux égards. Avant tout à cause de ses couleurs vibrantes, dynamiques, brillantes. Des jaunes vifs, des magentas, des roses et des bruns. Elle y ajoute des nuages changeants de couleur quand elle traque des proies. C'est vraiment un animal incroyable. La sèche flamboyante prend aussi la pose. Beaucoup de ces animaux sont étonnamment cabotins. Il semble que la sèche flamboyante aime vraiment se trouver sous les projecteurs. Elle se met à chasser dès que nous commençons à la filmer. Mes projecteurs attirent de petites crevettes et des crustacés. Peut-être même que la sèche y voit mieux grâce aux projecteurs. On ne se rend vraiment compte de la taille de ce petit chasseur que lorsque John avance sa main, énorme. On a du mal à croire qu'il appartient à la même famille que la pieuvre géante et le calmar de Humboldt. Non loin de là, une petite pieuvre a observé la scène. John tente une manœuvre d'approche. Quand je m'approche d'un de ces animaux, je ne cherche pas à le saisir. Il ne faut pas l'effrayer. J'essaie juste de le retenir un peu pour bien le voir. L'animal sait qu'il peut s'en aller à tout moment s'il le veut. Cette pieuvre est partie bien trop vite. Pour John, il s'agit d'une espèce tout à fait nouvelle, jamais observée jusque-là. Les eaux qui baignent Sulawesi sont propices aux découvertes. Parmi celles-ci, figure une pieuvre disposant d'un type de camouflage tout à fait particulier. Elle vit dans les mêmes eaux que le serpent de mer rayé, dont les rayures signalent le puissant venin. Ses bras striés peuvent faire la même impression. Quand elle est dérangée, la pieuvre étincelle et accentue les rayures, prenant ainsi l'apparence d'un serpent de mer lové et mortel.
Cette créature n'a pas encore été répertoriée par les scientifiques, mais on sait qu'elle triche. C'est une pieuvre nocturne timide et, à la différence du serpent, son venin est pratiquement inoffensif. Ses rayures ne sont qu'une simple ruse pour intimider les prédateurs potentiels. Le vrai tueur, le voici. Une délicate créature à l'allure de joyau, la pieuvre à anneaux bleus. Le néon bleu étincelant n'est pas une fausse alarme. Son venin peut paralyser tous les muscles du corps humain. Il n'y a pas d'antidote. Heureusement, c'est après un crabe qu'elle en a. La pieuvre à anneaux bleus est tristement célèbre sur les côtes australiennes. Mais c'est l'une des favorites du docteur Mark Norman, conservateur au musée Victoria de Melbourne. Il s'occupe des invertébrés marins et ses recherches dans toutes les mers du globe ont révolutionné notre connaissance des céphalopodes. Il est vraiment difficile d'estimer le nombre d'espèces de céphalopodes et en particulier de pieuvres que l'on trouve partout dans le monde. On pensait autrefois qu'il y avait une centaine d'espèces de pieuvres sur la planète, mais on a découvert 150 espèces nouvelles au cours des 10 dernières années, rien qu'au large de l'Australie, de l'Asie, dans l'océan Indien et le Pacifique. Dans ces groupes d'animaux, il n'est pas difficile de faire des découvertes. Presque toutes les espèces récemment répertoriées sont nouvelles. La pieuvre à anneaux bleus est connue depuis longtemps, mais Mark aime observer ce formidable petit chasseur. Bob veut s'approcher d'elle dans l'eau. Avant de guider Bob vers la pieuvre à anneaux bleus, Mark commence par lui parler de leur proie. Regardez les pinces de celui-ci. Quand la pieuvre les attaque, elle cherche naturellement les interstices tendres, aux jointures et aux coudes, où le membre est un peu plus mince. Ou bien elle les mord directement aux yeux, et le poison atteint aussitôt le cerveau. Ainsi, elle paralyse instantanément l'animal, mettant ses pinces hors d'usage. Bob espère croiser la pieuvre légendaire. Il plonge la nuit, quand la pieuvre à anneaux bleus est plus active. Mais il ne plonge pas au large de quelques plages sauvages et isolées. La mortelle pieuvre à anneaux bleus vit en fait juste sous la jetée. La pieuvre à anneaux bleus est un animal extrêmement venimeux. Et si je devais être mordu, je mourrais probablement en 3 minutes. Le corps commence par s'ankyloser et on perd la capacité de respirer, on perd la capacité de bouger, de marcher ou de nager pour s'enfuir. On finit par suffoquer. Mais ces petits animaux sont très craintifs, très secrets. Et la dernière chose qui leur viendrait à l'esprit, c'est d'attaquer des hommes. Ils se nourrissent juste de crabes. Mais cette nuit, même un crabe n'attirerait pas leur attention. Ce mâle vient juste de trouver une femelle. Ici, 2 pieuvres à anneaux bleus s'apprêtent à s'accoupler. Leurs couleurs sont atténuées pour éviter d'attirer l'attention, surtout celle des mâles rivaux. Ils ne font pas étinceler leur bleu électrique. Un aquarium temporaire aide Bob à filmer ce qui se passe ensuite. Après quelques minutes de préliminaire, le mâle introduit doucement un bras spécial dans la fente brachiale de la femelle. Il y dépose ses spermatozoïdes, qu'elle utilisera par la suite pour féconder ses œufs.
c'est la fin de leur liaison. Et très probablement la fin de la brève vie du mâle. C'était tout ce qu'il lui fallait accomplir. Sous la même jetée vit un autre céphalopode qu'on ne voit presque jamais en eau peu profonde. Des recherches récentes ont montré qu'il dispose lui aussi de venin. Mais ses petites rayures brillantes lui ont valu le surnom inoffensif de calmar pyjama. Je trouve que ces céphalopodes ressemblent à des personnages de dessins animés. Leurs petits costumes à rayures noires et blanches, leurs petits cils dentelés derrière leurs yeux, et le petit point jaune au-dessus de l'œil, ils semblent sortis tout droit d'un dessin animé. Le calmar pyjama semble avoir emboîté le pas à la pieuvre à anneaux bleus. Le mâle agrippe toutes les femelles qui passent. Ensuite, ils essaient du mieux qu'ils peuvent de se repositionner de façon à pouvoir s'accoupler. Ventouse contre ventouse en quelque sorte. La période d'accouplement bat aussi son plein au large de la côte sud-ouest de l'Australie. Dans une petite baie, les seiches géantes ont commencé à se rassembler. Elles quittent les grandes profondeurs pour s'aventurer dans les eaux peu profondes une fois par an pendant 3 ou 4 semaines. Les mâles plus imposants mesurent 90 cm et sont animés d'un désir effréné. Une femelle, beaucoup plus petite, se réfugie entre les rochers. Les mâles s'attaquent à leurs rivaux sans perdre de temps. Ils étincellent et ondoient agressivement. Leur contrôle du processus est si subtil qu'ils peuvent isoler les muscles de chaque flanc. Sur celui tourné vers le mâle adverse, ils font étalage de leur force, tandis que l'autre présente un aspect attractif aux femelles des environs. Un mâle a jeté son dévolu sur la femelle et en prend possession. Il la surveille en la maintenant sous lui jusqu'à ce qu'elle soit prête à pondre ses œufs. Avant de plonger avec ces géants, Bob a besoin de rafraîchir ses connaissances concernant les subtilités de la communication chez les seiches. On pourrait penser que c'est un drôle d'endroit pour commencer, mais c'est une vraie mine d'or. C'est un lieu atypique pour rencontrer un chercheur. Julian Finn est l'un des plus grands connaisseurs du comportement des seiches. Il vient dans ce cimetière de voitures pour récupérer divers équipements. Ces vieilles pièces de ferraille vont en fait servir à la dernière invention de Julian. Pendant ce temps-là, les seiches continuent à se rassembler. Leurs communications complexes produisent un kaléidoscope de couleurs toujours plus intense. Les adversaires se jettent les uns sur les autres et les choses commencent à prendre un tour dangereux. En se battant, ils peuvent abîmer leur peau si précieuse, ruinant ainsi leur chance d'intimider. Et l'un d'eux a perdu un tentacule. Profitant d'une accalmie temporaire, un grand mâle surveille sa femelle convoitée par 2 autres poids lourds, tandis qu'un jeune mâle, trop petit pour être pris au sérieux, rôde dans les parages. Sur le rivage, les 2 hommes s'apprêtent à rejoindre les seiches. Ah, te voilà, Julian. Je voulais juste te montrer ma grande caméra. La mienne est un peu différente.
Oui, elle a un enjoliveur à l'avant. Ce que je veux, c'est filmer la réaction du mâle face à un rival. Mais au lieu de trouver là un autre mâle, il va y voir son reflet. C'est quand les mâles sont de la même taille que les problèmes commencent. Julian va donc présenter à l'un d'eux son propre reflet. Il étudie leur parade et leur intense compétition. Il a l'intention de provoquer un combat. Julian s'approche d'un grand mâle qui réagit immédiatement. Il est de plus en plus absorbé par sa propre image. Mais au lieu du conflit espéré, l'histoire prend un tournant inattendu. Le petit mâle insignifiant fait subrepticement intrusion et s'accouple avec la femelle restée seule. Le mâle agressif ne fait aucun progrès avec le miroir et finalement s'en va reprendre ses occupations. Mais il est encore distrait, toujours étincelant, et il ne réalise pas que sa femelle est en train de s'accoupler juste sous son nez. Le petit mâle a tellement l'air d'une autre femelle qu'il ne le juge absolument pas menaçant. Finalement, il se rend compte que quelque chose ne va pas et revendique sa femelle. Pour renouer leur lien, il lui offre un crabe en cadeau. Les tentatives de Julian pour communiquer avec les seiches et déchiffrer leur code ont donné à Bob une idée audacieuse mais dangereuse. Dans les profondeurs des eaux qui baignent le Mexique, les puissants calmars de Humboldt allument leurs mystérieux signaux et Bob est déterminé à plonger parmi eux. Il a l'intention d'affronter ses prédateurs en imitant leur comportement avec une de ses inventions. Mark Norman et Julian Finn pensent qu'il est devenu fou. C'est vrai, tu as filmé la pieuvre à anneau bleu dont le venin peut tuer, mais il y a quelque chose de bien plus effrayant chez un calmar qui peut te mettre en pièces en quelques secondes ou t'étouffer. Je pense que ce serait raisonnable de travailler dans une cage à requins pour filmer ces calmars. Si j'en crois les histoires que j'ai entendues, ce sont des animaux énormes qui peuvent vraiment réduire une vache à l'état de squelette en 1 minute. Ce sont des prédateurs extrêmement voraces. Bob Cranston n'a pas l'intention de tenir compte de cet avis. Il veut vraiment entrer en contact avec ces calmars sur leur terrain, dans leur univers. Dans le petit port de Santa Rosalia, sur la côte de la mer de Cortés, il faut un certain courage pour être pêcheur. L'un d'eux apprend à Bob que les calmars ont tué un de ses amis l'an dernier. Et maintenant, les pêcheurs pensent que si vous tombez à la mer, les calmars vous saisissent avec leurs tentacules, vous noient, puis vous mangent. En dépit de leur terreur, les pêcheurs partent pêcher la nuit. Bob a besoin de leur aide s'il veut savoir où et quand les calmars se manifestent. Alberto,
Muy bien. ¿Qué es esto? Il se trouve à 19 km de la côte. En dehors de son assistant caméraman, il ne disposera d'aucun soutien dans l'eau et d'aucune aide possible en surface, car il n'y a même pas de radio dans ce petit bateau. Ce sont de petits bateaux et c'est un grand océan. Il y a aussi la barrière du langage qui nous sépare des pêcheurs. Pour eux, je suis vraiment fou de plonger à cet endroit. Si je disparais et si je suis entraîné loin de ce bateau, ils penseront simplement que les calmars m'ont mangé et ils ne se préoccuperont même pas de me chercher. Mais Bob se fie à son expérience et à son plan. J'ai fabriqué ce tube lumineux que j'ai garni de lumière stroboscopique. Il semble que les calmars clignotent pour communiquer. Et donc j'espère susciter une quelconque réaction de ces animaux à l'aide de ce tube lumineux. Sous le bateau, il y a près de 300 mètres de profondeur. Bob descend, son leurre artisanal lui servant de fanal dans l'obscurité. Et tout de suite, il est confronté à une surprise des diables de mer. On en voit rarement de tels bancs. La nuit lui a déjà offert des possibilités inattendues. Comme son profondimètre indique 45 mètres, Bob estime qu'il se trouve dans les eaux des calmars. Il intensifie la lumière. Un gros essaim de krill rose se presse autour de la lumière. Et brusquement, Bob se retrouve au milieu d'une véritable frénésie alimentaire nocturne. Puis, surgissant en flèche des profondeurs, arrivent enfin les calmars de Humboldt. Ils émettent des lueurs rouges et blanches. Bob essaie de se débarrasser du krill pour avoir une meilleure visibilité. Il a aussi attiré l'attention des calmars. Je suis paralysé par cet œil énorme venu des profondeurs. Je peux sentir que cette créature pense, mais je ne peux pas savoir quoi. Une minute plus tard, ils établissent le contact. Le calmar examine la torche de la seule manière dont il dispose. Le contact du plastique doit le surprendre et, curieux, il tourne autour de Bob. Puis, il revient procéder à un autre examen.
Cette fois-ci, toute agressivité a disparu. Il semble juste intéressé. C'est incroyable. Nous jouons pendant un moment. Puis brusquement, c'est fini. Les pêcheurs sont très soulagés de me revoir vivant. Je remonte dans le bateau en sachant que quelque chose d'exceptionnel vient de se passer. J'ai rencontré une créature extraordinaire dans les profondeurs de la mer et je commence déjà à penser à la prochaine plongée. Bob reviendra certainement plonger au milieu des mystérieux calmars de Humboldt, peut-être avec une nouvelle stratégie pour entrer en contact. Il n'est qu'au début de cette quête extraordinaire. Mais qui rencontrera-t-il la prochaine fois dans les profondeurs marines? Des amis ou des ennemis?